Bonjour, je suis très content de fermer cette session. Pas parce que ça m'a permis de stresser toute la journée, mais plutôt pour faire écho à toutes les présentations qu'on a vues aujourd'hui. Parce que finalement, en écoutant toutes les présentations que j'ai vues aujourd'hui, j'ai vu que ça faisait vraiment sens de faire le lien avec ce que je vais vous présenter. Donc il y aura peut-être des petits passages en impro quand je vais vous dire, bah tiens, ça fait écho à telle présentation d'aujourd'hui. Et je vais essayer de faire un peu plus orienté histoire d'amour avec notre monolithe, car on s'est beaucoup aimé au début, un peu comme Doctolib finalement. Peut-être qu'on a manqué d'être factuel finalement, et finalement ça a été compliqué. Et on arrivait à cette fameuse phrase monolithe, il faut qu'on parle. Donc vous allez voir toute notre histoire d'amour, c'est les différentes étapes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc moi, je suis Thomas Lamiro. Je suis engineering manager chez Blablacar. Je suis arrivé il y a 2 ans chez eux déjà, en tant que soft archi. Oui, dans les startups, les engineering managers, ils codent encore. Ils font de l'archi aussi. Et ils font de temps en temps des prêts à la DeConf. Comment ça s'est passé ? On a connu des débuts très passionnés. Pour ceux qui ont connu Blablacar à ses débuts, c'est plus du tout l'entreprise ni le même site qui est aujourd'hui. Donc on a à peu près 10 ans, même si je pense que vous nous connaissez il y a un peu plus de 5-6 ans, on a eu nos premiers levées de fonds. On a très vite grossi. Aujourd'hui, on est présent dans 22 pays. On a plus de 70 millions d'utilisateurs actifs. Nos plus gros marchés sont les pays de l'Est. Après, on s'est adapté à notre croissance, à notre volume, toutes les contraintes que finalement ça nous impose, parce qu'entre être franco-français et totalement international, ça a posé pas mal de problèmes. Et on est arrivé à notre fameuse phase où on a dû se dire au revoir avec notre monolithe. Donc, ces débuts. Au début, c'était très simple. Un gros carré monolithe, c'est extrêmement simplifié, mais c'était déjà du PHP Symfony et du MariaDB, qui est le vrai fork open source de MySQL. Et, que ce soit en mobile, c'était du mobile web. À l'époque, ça se faisait. Hein. Et on avait directement donc, le site internet qui était donc, du PHP. À l'époque, c'était vraiment le bon choix pour les startups. Il faut revenir vraiment à cette époque-là où ce n'était pas forcément une boîte tech. Ça fait très vite le boulot. Et PHP Symfony, c'était très connu. Donc, ça nous a permis d'avoir un démarrage très rapide. Si vous avez une startup, peut-être que très vite, vous voulez avoir une présence sur le web. Très vite, vous voulez tester votre business model. Et si vous êtes en agile, vous ne pouvez pas dire « Ah ouais, mais moi, mon archi, tu verras quelque chose au bout d'1 an ». Vous voulez avoir tout de suite un résultat. Donc, cette architecture-là, encore plus maintenant avec le cloud, où vous avez même du one-click sur du monolithe, vous pouvez avoir toute la stack d'un coup directement prête. Nous, ça nous a permis d'aller très vite au début. Et c'était une infrastructure maîtrisée. Ça peut paraître un peu simpliste, mais du PHP avec du mobile web et du MariaDB, c'est totalement maîtrisé, c'est totalement mature, et ça respecte totalement le principe du KISS, donc Keep It Simple, Stupid, où là, vous pouvez, comme j'ai dit, rester très simple et que tous vos devs, vos archis maîtrisent totalement cette architecture-là. Et à pas négliger, il y a aussi une grande communauté sur ce type de stack-là. Donc ça fait beaucoup plaisir aussi aux recruteurs, où vous dites, si vous cherchez des gens PHP, des gens qui maîtrisent ce genre de stack, vous allez avoir un grand vivier. Et si vous voulez discuter aussi avec d'autres développeurs, vous aurez forcément des gens qui font la même stack que vous. Donc ça donne un sentiment de sécurité très fort. Et ça nous a permis aussi de rester concentrés sur les fonctionnalités. Blablacar, on change régulièrement de business model. Alors peut-être qu'en France, ce n'est pas forcément aussi visible que dans les pays à l'étranger, mais on cherchait beaucoup sur qu'est-ce qu'on voulait rendre vraiment comme service, quel est notre cœur de métier, qu'est-ce qu'on voulait apporter. Et finalement, le côté tech, c'était assez secondaire.
Et on voulait vraiment tester, c'est est-ce qu'on allait survivre? Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi simple que ça aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut faire de l'argent? Aujourd'hui, on se pose plus trop cette question-là. On a même acheté Webus récemment. Mais il faut bien remonter qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout sûr et certain. Donc pour revenir à ces débuts, ça nous a permis d'avoir une présence sur Internet rapidement. Backé par une grosse communauté, on a pu avoir beaucoup d'échanges. À l'époque, on participait beaucoup aux confs PHP. Il y a sûrement plein de confs qui restent sur Internet, que ce soit même jusqu'en Pologne, on en avait fait. Avec une maîtrise vraiment de tout ce qu'on faisait. Et on se concentrait vraiment sur les features qu'on voulait donner à nos membres en priorité, plus que sur la tech. Mais il arrivait un moment où on a grossi. On a eu très longtemps de la croissance à 2 chiffres, un peu comme Doctolib, mais dans plusieurs pays. On a encore de la croissance à 2 chiffres, par exemple en Russie. Et là, on grossit de plus en plus. Alors, là, on a commencé à un peu avoir des moments difficiles. Donc, c'est là où on peut voir aussi la partie où comment gérer son legacy, prendre les opportunités de Refacto. Nous, on a mis pas mal de petites briques déjà dans des nouvelles stacks, donc c'est les petits carrés bleus. Donc je ne peux que être d'accord avec ce principe qu'on a vu ce matin. C'est dès que vous avez l'opportunité de simplifier vos stacks aussi, comme Doctolib, il ne faut pas hésiter. On a commencé à rajouter des workers asynchrones, parce que pour gérer tout le flux, les batchs, c'était avec du RabbitMQ. Ça restait encore une stack technique maîtrisée. Par contre, côté base de données, quand vous êtes présent sur 22 pays, que vous voulez avoir à peu près de la qualité partout, on a commencé à mettre des bases de données synchrones, on va dire, sur plusieurs data centers. Donc c'était avec Galera. Et on a pris le choix assez rapidement d'être full conteneur. Donc Fleet et Rocket, ça ne doit pas parler à un grand monde. Il y a des gens qui connaissent Rocket ici? Ah ouais. Bravo. C'était avant Docker, c'est encore backé par la CNCF. Et du coup, c'était Fleet qui faisait l'orchestrateur. Et du coup, pour pallier un peu à ce cross data center, on s'est dit que c'était une bonne solution. Aujourd'hui, on verra plus tard, aujourd'hui, on migre doucement vers Docker et Kubernetes. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est qu'on a eu une dette technique en croissance énorme. On est monté à 1 million de lignes de PHP facilement. Donc ça ressemble plus à un plat de spaghettis. Je dois faire peur à des personnes. Et du coup, les développeurs, on a plus d'une centaine de développeurs, et ils sont vite perdus. Et je ne vous raconte pas l'onboarding des nouveaux sur cette partie-là. Le volume de base de données, il suivait aussi la croissance de notre business, il suivait la croissance de nos membres, du code, etc. Et là, le volume de base de données, on ne comptait plus en gigas, mais en Tera. Et quand vous faites du Tera synchrone, cross data center, je ne vous laisse pas dans le doute, mais c'est compliqué. Vous aurez vite des problèmes. Aujourd'hui, pour remettre des bases de données en l'état, s'ils devaient tomber, ça prend du temps. Et du coup, ça impacte la qualité de ce que vous faites. Et là, la complexité de l'infrastructure, elle devient grande, surtout si vous faites un full conteneur. Alors que le but premier de notre monolithe, c'était la simplicité. Donc en fait, quand on regarde là où on en était, on se dit mais c'était pas du tout ce qu'on voulait. On voulait que les développeurs ils puissent maîtriser toute la stack, qu'ils puissent intervenir sur toute la stack, même s'il y avait vraiment la partie ops, la partie dev, mais les devs ils devaient être capables de coder un peu partout et comprendre ce qui se passait. Parce que dès que vous faites de la synchrone avec du Galera et vous faites du dev dessus, les développeurs ils vont commencer un peu à être perdus. Ils vont dire ah oui mais j'ai pas bien mis mes données, mon schéma il n'est pas bien spawné, etc. Donc on avait perdu le but premier et on a remarqué de suite que les développeurs finalement leur vélocité était en baisse pour toutes ces raisons qu'on a citées avant et alors que finalement le but premier était de faire la feature en premier et du coup d'être extrêmement agile. Surtout quand vous êtes une startup et que vous voyez votre vélocité en baisse, vous commencez beaucoup à vous inquiéter. C'est peut-être pas très connu en France, mais nous, on a des concurrents à travers le nom, principalement aussi à cette époque-là.
Et du coup, quand vous ne pouvez plus shipper de la feature très rapidement, vous commencez à vous inquiéter. Donc, comment on a eu des moments difficiles avec notre monolithe, c'est qu'on ne pouvait plus vraiment gérer notre volume de base de données et que cette technique, finalement, nous causait plus du tort et nous impactait au niveau de la vélocité, avec une infrastructure qui était complexe, alors qu'on visait la simplicité, et la dette technique, effectivement, qu'on avait du mal à gérer. Du coup, on s'est adapté. Alors, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. On s'est dit, on va essayer d'uniformiser en devenant API-centrique. Alors, derrière ce mot-là, c'est obliger tous les devs à passer par une seule brique d'API, ce qui va les obliger à dialoguer finalement avec les backends et de pouvoir mieux contrôler les contrats d'API. On peut aussi mieux observer, et, ce qui nous permet aussi de rendre le monolithe as a service. Parce que finalement, votre monolithe, il sera appelé par la couche API, c'est vrai, mais il va considérer ça comme un service. Alors, c'est un gros service. Hein. C'est le plus gros service de tous ceux qui sont cités, mais finalement, vous pouvez commencer un peu à décorréler vos services. Et ce qu'on a visé, ce n'est pas du microservice. Si vous regardez user, trip, paiement, c'est des gros blocs. Je pense que quand vous venez d'1 million de lignes de PHP, viser du microservice à la fonction ou des choses comme ça, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement dur. Essayez déjà de décorréler par bloc métier, dire OK, je vais sortir tous les users, je vais sortir toute la partie voyage, qui est chez nous énorme, et peut-être faites des petits services à l'intérieur de ceux-ci, en refactoring après, mais déjà commencez par des gros blocs. On verra pourquoi plus tard, mais c'est beaucoup plus simple. La partie Event Bus, alors j'ai mis la techno, mais je suis plutôt d'accord avec la conférence sur l'Event Driven. La techno, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment la partie métier. Et nous, on fait de l'event storming, donc je peux que vous conseiller d'en faire aussi, si vous commencez à rentrer dans ce type de job-là. Et même si vous ne faites pas de l'event driven, ça permet aussi de bien voir vos flux de métier, ce qui est très important. Et ce qui nous permet, nous, de découpler nos services. Nous, le premier but de faire cet event bus-là, c'était le découplage. Et ce qui nous permet aussi d'augmenter nos back-ends. Finalement, chaque service peut avoir un back-end différent. Alors, quand vous faites du stateful, vous pouvez très bien avoir des fois des services stateless. C'est plus simple à gérer, j'aimerais qu'il y en ait plus. Mais on a quand même beaucoup de stateful. Et l'avantage, ça nous permet de choisir le bon back-end, on va dire, au service. Peut-être que Trip, vu que nous, c'est notre cœur de métier, on va aimer avoir du transactionnel, et paiement aussi, parce qu'on n'a pas envie de perdre des paiements. Si vous prenez Blablacar, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Cassandra, côté user, parce que là, on va avoir effectivement beaucoup de lecture et écriture dessus. On va vouloir aussi charder d'un point de vue géographique aussi, parce que la RGPD, comme on a vu ce matin, nous oblige à nous adapter. Et le problème, c'est que chaque pays, on va dire en dehors de l'Europe, a ses propres règles. Donc Cassandra, c'est très pratique aussi pour faire du geo-sharding. Et c'était plutôt adapté dans ce cas-là. Donc, ça nous a permis d'augmenter la vélocité des développeurs, parce que finalement, quand vous voulez intervenir sur le bloc user, vous savez quel bloc c'est. Pareil pour Trip Paiement. Et du coup, vous ne reprenez pas, on va dire, tout le super spaghetti du PHP. Donc ça, ils étaient extrêmement contents. On va beaucoup plus vite au but. On réduit nos risques de déploiement, parce que quand on met tout le monolithe en prod, même si on est full conteneur, on a quand même une bonne vingtaine de fronts à tout mettre à jour. Si vous cassez tout, faut tout rollbacker. C'est des moments très pénibles. Alors que si vous faites votre service, alors on essaye de ne pas tout casser à chaque fois quand même, mais le risque est diminué. Si vous cassez la partie, on va dire, trip, tout le reste du site de Blablacar, il marche parfaitement. Donc les paiements, ça passera très bien. Si votre recherche elle échoue, on va vite pouvoir rollbacker en disant « Ah oui, la recherche, ça ne marche pas ». On revient en arrière et finalement, peut-être 95% des gens n'ont jamais vu que le site était down. On a mis des briques spécifiques pour ce type d'archi-là. Donc c'est du CDC, donc du Capture Data Change Data Capture.
peut-être que ça vous parle plus sur du Oracle Golden Gate. Nous, on fait du Debezium principalement. J'ai fait un talk entier sur ce sujet-là, ce que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi, qui est sur la page de Red Hat, parce que nous, on utilise leur stack, qui est très très bien. En gros, ça nous permet de streamer tout ce qui se passe dans le monolithe. Vous pouvez construire comme le MariaDB, comme le state. Ah, je vais remettre. Vous pouvez considérer MariaDB comme le back-end du monolithe. Debezium, lui, va fetcher tout ce qui se passe dessus. Il va transformer ça en JSON. Ça met dans Kafka, mais ça pourrait être n'importe quel queue. Et du coup, chaque service, il peut voir ce qui se passe rapidement, à 2-3 secondes près, derrière les modifications finalement du state du monolithe. Alors pourquoi faire ça? Ça vous permet déjà de faire des use cases très simples, par exemple la BI ou la data science. Comme ça, vous pouvez avoir rapidement toutes les données de tous vos backends. Mais aussi pour vos migrations en service, parce que finalement, quand vous avez cassé votre monolithe, vous allez avoir peur que votre service ne marche pas très bien. Et là, vous pouvez faire du double run assez facilement. Dire, finalement, moi, mon back-end de mon monolithe, il fait telle opération. Je suis de la double écriture sur celui de mon service, et le state doit être consistant. Donc, mais ça, si vous voulez, ça, je peux faire un talk de 4 heures dessus, donc il ne faut pas trop me lancer dessus. Mais vous pouvez regarder la vidéo YouTube ou l'article Medium associé. Le schema registry, c'est juste un catalogue de tous les types d'events qui se passent sur la stack CDC. C'est très important de le mettre. Ce n'est pas une obligation, mais je vous le conseille. Donc, comment on s'est adapté? On a pu augmenter notre vélocité en réduisant nos blocs métiers à des choses, on va dire, à des scopes vraiment à taille des équipes de dev. Finalement, nous, on n'est pas très loin de la feature team, mais on est plutôt par domaine fonctionnel. On aura du coup la team trip qui va avoir le bloc de service trip, la team paiement qui, elle, va s'occuper du bloc paiement, etc. Donc c'est très facile à se représenter. Et du coup, même les product managers, ils sont capables d'intervenir rapidement sur les features. Par contre, on a dû quand même créer des outils pour la migration. Le CDC, ce n'est pas en semaine que vous allez compter votre dev, c'est plutôt en mois quand même. C'est quand même assez compliqué à mettre en place, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais par contre, les bénéfices, ils sont multiples. Et les use cases ne seront pas que sur du SOA pour casser votre monolithe. Vous pouvez réutiliser ça pour d'autres choses aussi. On a beaucoup réduit les risques de déploiement. Je pense que c'est une des principales features qui est appréciée là-dessus. Aujourd'hui, on peut déployer très rapidement un service. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on peut déployer 4, 5, 6 fois par jour chaque bloc métier. On a besoin d'être à peu près sur ce rythme-là. Donc, parce qu'on se sent du coup beaucoup plus à l'aise. Parce que déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et finalement, le rollback, il est aussi beaucoup plus simple. Du coup, on peut se permettre de prendre plus de risques parce qu'il est plus réduit dans sa globalité. Et il est arrivé un moment où finalement, même la phase d'adaptation, c'est sympa, mais on veut lui dire au revoir à notre monolithe. Il a fait son boulot, il a fait ses années, il nous a permis d'exister. Donc ça a été un moment difficile. Dans cette dernière phase-là, quand vous allez avoir beaucoup de services, l'observabilité est extrêmement importante. Et ça, c'est pareil sur le talk de l'observabilité. Je ne peux que être d'accord à mettre beaucoup l'accent dessus. Nous, on a des proxys, on est en mode sidecar aussi. Toute la stack d'observabilité, c'est des sidecars avec Prometheus, Grafana, etc. Mais l'important, c'est de pouvoir vraiment être serein sur les services. Quand vous avez 2-3 services ou un monolithe, finalement, à observer, c'est assez simple. Quand vous avez une dizaine qui sont en dépendance les uns sur les autres, pouvoir savoir lequel est lent, lequel a le 99e percentile complètement cassé, ou celui qui a des GC qui est en Java beaucoup trop long, ça peut vous sauver la vie, surtout quand finalement un service va induire de la pression sur un autre. Il faut être capable d'être très serein là-dessus et ça vous permettra de débugger aussi de manière sereine votre stack. Nous, tout le LLK, il est partagé, tout va être déversé au même endroit et ça nous permet aussi de voir un peu l'histoire de ce qui se passe sur notre stack de services et de trouver finalement quel est l'endroit fautif. Donc ça va vous paraître des fois un peu dur au début de perdre beaucoup de temps sur observabilité, mais ça vous sauvera le jour où la mise en prod elle se passera mal et vous ne comprendrez pas pourquoi.
éviter le piège du monolithe distribué, et ça c'est aussi le talk sur le framework d'entreprise, où vous aurez tendance à vouloir le refaire. Vous dites, ah oui, mais moi j'ai 30 services différents, et ils vont tous avoir la même base, et ça sera obligatoire, et comme ça, on n'aura pas besoin de tout redévelopper. Alors, dans le fond, ça semble sympa de dire ça, et nous, on est tombé dedans, pour être tout à fait franc, mais essayez de rester le plus agile possible sur vos services et pas vous prendre des gros frameworks. Essayez de garder finalement ce qui se fait sur le marché pour garder finalement le côté agile. Parce que si finalement vous allez juste recréer un autre framework d'entreprise et vous allez devoir tout peut-être updater tous vos pods d'un coup parce que vous avez mis à jour votre framework global. Et il sera du coup très difficile à mettre à jour et finalement vous allez perdre l'avantage du côté service d'architecture orientée service. Donc c'est extrêmement dur à trouver la barre entre je veux quand même des choses communes, parce que je ne veux pas non plus un service en Java, un service en Erlang ou en Haskell, plus du JavaScript et chacun recode tout dans son coin, parce que du coup ça va être extrêmement coûteux. Mais par contre, éviter d'avoir une stack trop difficile à mettre à jour. Ça nous a permis de transformer plus facilement en mode DevOps. On n'y est pas encore totalement, pour être honnête, mais on s'y approche fortement, parce que finalement, quand on était en mode monolithique, les devs faisaient partie dev et les ops faisaient la partie run et production, et ils ne se parlaient pas. Alors ça, j'exagère un peu le trait, mais aujourd'hui, vu qu'on est en proxy sidecar, ça nous oblige à nous parler, à choisir les bons outils, et les devs, du coup, ils peuvent mettre aussi plus facilement en déploiement leur stack, parce qu'ils se sentent plus à l'aise en mode service, et les technos sont plus simples. Et du coup, on commence à mettre nos équipes en pur DevOps, c'est-à-dire ils le construisent, ils le testent, ils le monitorent et ils le ship en prod. Et d'ailleurs, l'observabilité aussi, ça rentre là-dedans, dans le sens où ils créeront leur propre métrique personnalisée par rapport à leur service. Donc c'est vraiment toute la partie qu'on voit la monitor aussi. Et ils pourront bien observer leur déploiement aussi. Nous, on avait pendant très longtemps des affiches You Build It, You Run It. C'est exactement ce qui a été dit. Nous, on avait même les stickers. Je crois qu'il m'en reste encore de cette époque-là. Ça permet aussi de créer ça, dans le sens où nos équipes, elles vont être plus à l'aise en disant moi, je maîtrise tout ce qui se passe côté user, plutôt de dire je maîtrise tout le monolithe, parce que c'est impossible de tous représenter ça. Et du coup, dire toi, tu fais le run sur la partie user, mais il dit oui, ok, je maîtrise ce qui se passe, je peux le faire. Donc ça nous a permis de créer cette culture-là de You Build It, You Run It, et maintenant on ne le met plus en affiche parce que on considère que c'est dans l'ADN des équipes de base. Ça nous a permis de moderniser aussi notre stack technique. Je n'ai rien contre PHP, mais c'est un peu plus dur aujourd'hui de faire rêver nos jeunes développeurs talentueux en faisant que ça. Du coup, on est passé sur du Spring Boot en Java principalement. On a aussi du Go. Dans mon équipe, il y a pas mal de services en Go. Et du coup, ça permet aussi un peu, on va dire, d'aérer nos ingénieurs en disant tu peux, dans un service, si c'est adapté, mettre le langage, l'ADB qui est associé, plutôt qu'avant, c'était PHP, MariaDB, .bar. Et c'est des frameworks qui sont totalement maîtrisés aussi, Spring Boot. Moi, je peux vous conseiller de l'utiliser, ça marche très bien. Et si vous vous sentez même à l'aise, vous pouvez même mettre d'autres langages en plus, modernes. Donc, un petit wrap-up de cette partie-là. Encore l'observabilité, je le répète beaucoup, mais dans un monde distribué, l'observabilité, c'est le cœur de la stack. Pour vous donner l'ordre d'idée, nous, on considérait l'observabilité avant comme important, mais aujourd'hui, c'est critique. C'est-à-dire que nous, on a des gens en 24/7 sur la stack d'observabilité, parce que si on ne peut plus observer tous nos services, donc on considère qu'on ne peut pas être capable d'assurer le maintien de la prod, parce qu'on ne saura pas si un service il est bien en fonctionnement ou pas. Donc nous, on considère que c'est le cœur de métier. Ça nous permet de faciliter la transformation en DevOps, parce que la stack est plus moderne et on n'est plus à même de pouvoir déployer facilement, de runner. Encore une fois, le piège du monolithe distribué. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions là-dessus, parce que c'est extrêmement dur à ne pas tomber dedans. Et ça nous a permis de moderniser notre stack technique.
En conclusion, alors, je n'ai pas fait rêver beaucoup de gens, mais la migration, elle sera longue et difficile. Si vous dites, je vais partir d'un gros monolithe d'1 million de PHP de lignes vers du SOA, ça ne va pas être en 6 mois. Ça sera extrêmement long. Twitter a mis 4-5 ans. On a des anciens chez nous, donc on a pris des gens qui étaient déjà habitués à faire ça chez nous, et là, ça fait plus de 2 ans. Et c'est pas totalement fini. On a eu des moments de pause parce que on s'est posé, par exemple, pour refaire la stack d'observabilité, des choses comme ça. Mais ça sera pas facile. Parce que quand vous avez votre croissance qui est à 2 chiffres, vous ne voulez pas tout casser. Et du coup, vous allez être frileux à certains endroits et les technos ne sont pas faciles à mettre en place. C'est quelque chose que je n'ai pas mis avant, mais il ne faut pas sous-estimer les changements que ça provoquera dans votre organisation. Quand vous faites du DevOps, ça va remettre en question les pouvoirs des équipes et leurs responsabilités. Avant, les Ops, c'était eux qui faisaient le run, ceux qui avaient tous les droits dessus, et les devs, ils ne se préoccupaient pas de ça. Et là, ça a été un peu une remise en jeu de tout ça, et du coup, ça crée du bruit. Et finalement, on a tendance, surtout en informatique, à que se focuser sur la partie technique, en disant, moi, je dois régler ça comme produit, comme problème technique, il y a ça comme solution sur le marché, ou tel dev. Et on a tendance à sous-estimer, on va dire, la partie adaptation, et qui est souvent, qui peut amener ou pas à l'échec de la transformation, parce que finalement, les équipes vont plus avoir les mêmes relations. Nous, on n'a plus les mêmes relations aux équipes d'infrastructure, parce que finalement, nous, on fait un peu d'infrastructure, et finalement, eux, ils font un peu de dev aussi avec le sidecar, avec ce pattern-là. Donc, ça va totalement changer vos relations dans l'entreprise. Il faut bien choisir le moment. Ne faites pas une migration juste parce que c'est sexy. Et là, moi aussi, je suis d'accord avec Doctolib, même si eux sont restés en monolithe, c'est si votre monolithe fait l'affaire, gardez-le. Nous, on a eu plein d'arguments pour changer, surtout les problèmes de géographie, etc. Et on a atteint certaines limites, surtout côté DB. Mais il ne faut pas faire ça juste pour la hype en disant « ouais, comme ça, je vais tout remettre en service Go, ça va être super ». Parce que ça induit plein de problèmes. Rentrer dans un monde distribué, c'est pas aussi simple que rester sur un monde moins distribué. Et encore, je me répète beaucoup, mais l'observation, du coup, sera au cœur de ça, que ce soit lors de votre migration, mais aussi à la fin. Voilà. Et je suis après pour les questions.